Alors, bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que tout se passe pour le mieux et pour le bon pour vous. Et j'en profite pour vous souhaiter un très bon Ramadan, voilà, à tout le monde. Et voilà, que Allah fasse que tous nos jeûnes et prières soient acceptés par le Tout-Puissant, le Créateur et le Conservateur de l'univers. Bon, tout d'abord, avant de continuer, il faut toujours liker, vous abonner et le partager parce que c'est ça qui m'aide aussi à faire d'autres vidéos pour aussi permettre au plus grand nombre de pouvoir prendre connaissance de ce qui est dit dans ces vidéos. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de quelque chose qui est important, que nous maîtrisons, que nous, en tout cas, on œuvre dans ça. C'est quoi? C'est la science politique. Alors, la science politique, c'est une discipline scientifique qui étudie les phénomènes politiques, comme on le dit tout le temps. Et après ça aussi, on a une autre définition qui parle de la science politique comme étant la science du pouvoir. Voilà. Pour parler aussi d'une autre définition qui parle que la science politique est la science de l'État. Donc, vous avez ces trois définitions possibles de la science politique. Que ce soit la définition qui parle de la science politique comme étant la science des phénomènes politiques, que ce soit la définition qui parle de la science politique comme étant la science du pouvoir ou la science de l'État, toutes ces choses-là, ce sont des principes d'enjambement qui définissent la science politique. Pourquoi? Parce que permet d'étudier scientifiquement les phénomènes et enjeux et pratiques des différents États et formes d'État et formes de gouvernement qui sont sur place. Donc, c'est pourquoi il est toujours nécessaire de définir conceptuellement l'État et le type d'État qui existe sur place et le type de régime aussi qui va avec. Donc, de façon corrélée, il y a ce qu'on appelle le type, le système qui définit le type de régime qui est en place. Donc, on peut parler du système politique aussi dans sa globalité. Donc, on peut parler, voilà, de cette définition qui dit que la science politique étudie les phénomènes politiques, mais on va vous dire de par nature qu'il n'y a pas de phénomène politique naturellement, mais qu'il y a un potentiel politique à tout phénomène social. C'est-à-dire là-bas que politiquement, il n'y a pas de fait concret. Mais ce qui se trouve, c'est quoi? C'est qu'il y a des phénomènes sociaux que les politiques tentent à politiser. Donc, c'est ce qu'on appelle le processus de politisation. Donc, il y a beaucoup de phénomènes sociaux dans notre quotidien qui sont toujours transformés en phénomènes politiques par les États. Donc, je donne l'exemple des inondations, voilà, dans beaucoup de terroirs, en tout cas du territoire national. Et le cas de Kaolack, par exemple, qui est une ville, une région qui connaît beaucoup d'inondations dans les moments d'hivernage. Donc, ces inondations-là, ces mouvements sociaux qui connaissent des calvaires avec l'eau qui est, en tout cas, entre partout dans les maisons. Donc, ça fait que la situation et les conditions de vie de ces personnes-là est menacée et même anéantie. L'État, face à ça, prend des décisions. Il prend des décisions, des fois qui vont à l'encontre, en tout cas, des idéaux sociaux, mais politiquement. Pourquoi? Parce que voilà, l'État se déplace, l'État se manifeste toujours et il y a cette part de vulgarisation qui a des déplacements de l'État ou bien des faits, ou bien des pratiques que l'État fait ou bien de ses interventions dans les communautés respectives. Donc, les logements sociaux qu'on attribue à ces gens-là pour les permettre d'avoir des habitants circonstanciellement avant que l'eau ne coule jusqu'à ce qu'elle se termine dans les maisons pour pouvoir réabriter les maisons. Donc, ce phénomène-là est un phénomène qu'on constate toujours dans le quotidien, dans nos sociétés, et qui se trouve être politisé par l'État en leur octroyant des logements sociaux, mais en le médiatisant. C'est-à-dire la dimension médiatisation de ces phénomènes-là fait que ces phénomènes rentrent dans le cadre de la politique. Donc, ce processus de politisation qui est le fait d'amener un groupe de personnes ou un ensemble de personnes, bien sûr, à s'intéresser à la politique ou bien à l'activité politique ou bien à la scène politique, à les permettre d'avoir une visibilité quelconque ou bien à les permettre de choisir un camp, c'est-à-dire de donner leur position. Ça, on veut dire par là qu'il y a un processus de politisation qui est mis sur place. Bon, en dehors de ça, cette définition sociale
la science politique, disant qu'elle étudie les phénomènes politiques, on va parler un peu de l'œuvre du politologue. Donc, le politologue, c'est quelqu'un qui est un scientifique, qui s'intéresse à la matière, qui s'intéresse à la scientificité, qui s'intéresse en tout cas, s'oppose énergiquement à toute tentative de définition subjective des phénomènes. Mais il est quelqu'un qui use de sa rationalité pour aller aux profondeurs des choses et pouvoir tirer l'essence pour élucider, étayer ses argumentaires aux yeux du plus grand nombre. C'est celui qui est un politologue. Donc, c'est un expert qui a des compétences et connaissances, des diplômes acquis sur ce domaine et qui est censé élucider des détails les plus sombres du reste des, des, des pratiques et actions publiques de l'État. Donc, c'est quelqu'un qui ne doit jamais user de sa subjectivité parce qu'on parle de science et toute personne qui parle de science dit, en tout cas, parle de l'objectivité. Donc, la science, le cœur de la science, c'est l'objectivité. Avant de parler de ces démarches et méthodes, qui est l'expérimentation, la théorisation et même la vérification avant l'élaboration d'une loi universelle. Donc, tout comme la science politique, c'est ça. Il y a des théorisations qui sont faites à travers des auteurs. Il y a une analyse conceptuelle qui est faite, analyse empirique qui est faite, et analyse logique ou même politique qui est faite, en tout cas avec des démarches concrètes, voilà, à travers ce type d'analyse-là pour pouvoir en tout cas cerner les contours d'un sujet donné. Donc ça aide la personne à comprendre, ça aide la personne à savoir, ça aide la personne aussi à maîtriser ce qui est réellement la science politique et quelle est son essence et son fondement. Voilà. Donc, mais c'est une discipline qui est jeune, je l'ai dit à l'entente de mes propos. Pourquoi? Parce que son installation même dans les territoires, surtout africains, a connu beaucoup de problèmes. Dans les années 90, les années qui marquaient les transitions démocratiques, la science politique, c'est dans ces années-là qui a commencé à s'intéresser à l'Afrique. Mais les Africains se sont intéressés à la science politique. Pourquoi? Parce que c'est une discipline qui est libre et elle ne peut exister que dans un territoire ou un endroit qui est libre. Alors qu'en Afrique, après les indépendances, on assistait à des territoires qui sont des formes dictatoriaux, de formes autoritaires, de formes totalitaires. Donc, une telle connaissance, une telle pratique, une telle science ne pouvait exister là-bas parce qu'il s'oppose à la vertu du fonctionnement de ces types de territoires-là. Donc, alors que dans les territoires comme les États-Unis où elle est née, la science politique, la création de l'école Kennedy qui forme les élites américaines, avant la création de l'école de droit Harvard. Donc, il y a cette culture de l'étude des postures politiques qui est faite, qui fait que les élites, les initiés passent par là d'abord pour comprendre ce qui se passe dans le fonctionnement du territoire et s'approprier ces techniques et pratiques qui leur permettront de mettre en lumière leurs acquis dans ces dites institutions. Donc, c'est comme ça que la science politique s'est intéressée à l'Afrique. C'est pourquoi on dit qu'elle est jeune. C'est pourquoi on dit qu'elle est jeune. Vous comprendrez par là que l'installation de la science politique en Afrique ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais elle a pris toute une procédure pour pouvoir s'installer. Donc, répondant aux critères de liberté, de l'autonomie et de la démocratie, donc elle ne pouvait exister dans des territoires qui sont épris de ces choses-là. Voilà, c'est ce qui a permis aussi voilà, à beaucoup de pays de s'approprier de cette politique, de cette philosophie d'autonomie, d'autodétermination, de pouvoir installer une culture ou une science qui étudie les phénomènes politiques, les permet de comprendre l'administration publique, qui les permet de comprendre l'économie, qui leur permet de comprendre la sociologie, parce que la science politique étudie de façon générale toutes ces choses-là. Donc, ce sont des démarches et procédés et méthodes qui leur permettent de comprendre le fonctionnement des sociétés et de l'État, surtout le fonctionnement de l'État, le pouvoir, les phénomènes politiques. Donc, après ça, on a élucidé ce qui est phénomène politique, voilà, et le processus de politisation, voilà. Et aussi, après, on va parler d'autres choses, comment on politise les gens, le niveau d'instruction, voilà, le facteur du sexe et de l'âge qui joue aussi dans le niveau dans le processus de politisation. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une démarche et méthode qu'il faut suivre pour pouvoir politiser les gens. Donc,
Après ça, on va parler de la définition comme étant la science du pouvoir. Bon, la science politique est conçue comme étant la science du pouvoir pour certains. Pourquoi? Parce qu'il étudie l'État, les rapports de pouvoir entre les États, c'est-à-dire le pouvoir de l'État, pour parler comme Max Weber qui dit que l'État est une entreprise politique de caractère institutionnel dont sa direction administrative revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime. Donc, il y a une part de pouvoir dans cette citation-là. Donc, le monopole de la contrainte physique légitime. Donc, quelqu'un qui peut coerciser les gens légitimement, donc il y a cette notion de pouvoir qui se manifeste là-bas. C'est pourquoi il dit que c'est la science du pouvoir, qui étudie le pouvoir dans sa globalité. Même si le pouvoir reste polysémique, sa définition, donc elle est individuelle, le pouvoir peut être individuel, collectif et même public. Donc le pouvoir public est assimilé au pouvoir de l'État, individuel c'est à la personne et collectif c'est un groupe d'intérêts de masse ou une association. Donc, en dehors de ça aussi, on comprend ce qu'on appelle la science de l'État. Donc, je le dis, la science de l'État, c'est la science qui étudie typiquement l'État, les types d'État, le fonctionnement des États, les systèmes de fonctionnement des États, voilà, et les différences qui existent entre ces États, c'est-à-dire les systèmes africains et les systèmes européens occidentaux, les politiques comparées des États. Donc, c'est ça qui permet aussi de comprendre le fonctionnement de l'État et dans sa globalité à travers ces deux caractéristiques bureaucratiques et monopolistiques. Voilà, et ces deux missions principaux, c'est-à-dire sa mission de police administrative pour parler de mission de prévention et sa mission de police judiciaire pour parler de sa mission de correction. Voilà. Donc, le corps administratif dans sa globalité est enseigné en sciences politiques. C'est pourquoi il faut le maîtriser pour savoir chaque institution, son rôle, ses fonctions et son champ d'application. Donc, en dehors de ça, on va juste parler un petit peu sur les, les formes de domination qui existent. Voilà. Pour parler de la domination, qui est la chance de faire triompher au sein d'une relation sociale, ça c'est sa propre volonté. Et en dehors de ça, on a des types de domination. Il y a traditionnel, une domination qui est basée sur la tradition, les coutumes ancestrales qui sont laissées par nos ancêtres. C'est-à-dire au Sénégal, par exemple, il y a des choses, des pratiques coutumières qu'on fait qui sont héritées de nos ancêtres et qui toujours s'imposent aux traditions ou bien aux cultures modernes. Donc, il y a cette domination traditionnelle qui est là. Et charismatique, ça se résume sur la qualité de la personne à être un leader, à être un monotone, à être un visionnaire. C'est-à-dire le leadership qu'il dégage, c'est ça qui fait qu'il a un certain charisme qui permet de sublimer les hommes. Donc ça se rapporte à la sublimation. Il y a la science, la connaissance, la persuasion, le style, le leadership, tout ça sont des moyens de sublimation donc qui se rapportent au charisme. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la domination légale rationnelle. Ça, c'est quelque chose qui est fondé sur le droit. Donc, on accepte que nous soyons dominés, mais de façon juridique. Donc, les textes supposent on doit accepter d'être dominé parce que si on doit se déposséder de soi pour vivre en société, comme l'a dit Socrate, non, c'est pas Socrate, c'est Rousseau, voilà, et accepter de se déposséder de soi pour vivre en communauté. Donc, telle est la loi de la cité. Donc, il faut qu'on trouve en tout cas quelqu'un à qui on doit confier toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, afin de se déposséder de soi pour pouvoir mettre la société sur les rails. Donc, c'est cette dépossession de soi qui fait que la société peut avoir une vie normale. Donc, pour parler de la dimension sociale de l'individu, parce que la personne n'est pas égale à l'individu. On est individu quand on vit isolé, mais on est personne quand on a une intégration sociale. Donc, c'est pourquoi on dit que la personne est la dimension sociale de l'individu. Donc, vous allez comprendre par là qu'il y a une bonne part de sociologie humaine qui est au cœur de la science politique. Il y a une bonne part de l'économie qui est dans le cœur de la science politique. Il y a une bonne part de scientificité qui est imprégnée dans l'œuvre du politologue. Donc, il y a cette démarche et procédé aussi, et cette triptyque qui fait, parce que les trois que je viens de citer là, qui fait qu'on ne doit guère parler subjectivement, mais objectivement, chaque jour, chaque heure et chaque instant. On doit avoir une vision claire et détaillée des choses
mais pas une vision subjective et qui est restreinte. Non, c'est pas l'œuvre d'un politologue. Donc, c'était une petite chose que j'avais envie de partager avec vous. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager parce que c'est ça qui m'aide aussi à continuer à faire des vidéos, à parler sur l'essentiel. On va continuer le cours. Ça, c'est la séquence 1 en première année. On va continuer le cours après sur d'autres vidéos pour vous permettre aussi de comprendre au maximum les autres détails. Donc, après, on va parler des niveaux de la politisation par le sexe et l'âge, le niveau d'instruction et autres, et voilà les types de politisation et l'institutionnalisation de la science politique et autres. Donc, ça va venir. Et merci beaucoup. Prenez soin de vous. À plus tard. Merci.